Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Mohamed Bazoum est le nouveau président élu du Niger. Les résultats provisoires le donnent vainqueur avec plus de 55% des voix. L'opposition dénonce des fraudes et revendique également la victoire. Les tensions politiques croissantes en Somalie inquiètent les Nations Unies. Le Conseil de sécurité de l'ONU a réitéré son appel à un consensus entre toutes les parties prenantes pour la tenue d'élections dans l'intérêt de la nation. Et la phase éliminatoire du FIBA Afrobasket se poursuit. 8 équipes ont déjà décroché leur ticket pour cette compétition qui se tiendra dans 6 mois au Rwanda. Le récit de cette deuxième journée de qualification est à suivre dans cette édition. Au Niger, l'épilogue de l'élection présidentielle donne le candidat du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum, vainqueur avec plus de 55% des suffrages selon les résultats provisoires. Parallèlement, le camp du candidat malheureux, Mahaman Ousmane, crédité d'environ 44% des voix, dénonce des fraudes et revendique également la victoire. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Le candidat du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum, est déclaré vainqueur du second tour de la présidentielle au Niger. Il l'a emporté avec 55,75% des voix face au candidat de l'opposition, Mahaman Ousmane, qui a recueilli 44,25%, consacrant ainsi le premier passage démocratique du pouvoir entre un président démocratiquement élu et un autre. Plus de 4 684 000 sur les 7,5 millions d'électeurs nigériens inscrits se sont déplacés pour ce second tour, soit un taux de participation de 62,91%. Les résultats, je le précise, sont provisoires et doivent être soumis à l'analyse de la Cour constitutionnelle qui, elle, proclamera de façon définitive ces résultats. Dénonçant un hold-up électoral, des manifestants de l'opposition qui contestent les résultats se sont opposés en plusieurs endroits de la capitale aux forces de l'ordre. L'opposition indique avoir observé des graves manquements lors du scrutin, dont entre autres la substitution des PV issus des bureaux de vote par des PV préétablis, le vol d'urnes, les menaces et intimidations des électeurs. Du côté du parti au pouvoir et de ses alliés, l'heure est à la fête. Au siège national du PNDS Taria, le président élu Mohamed Bazoum a tendu la main à son challenger pour faire face ensemble aux défis majeurs du pays. Une fois investi président de la République, je consoliderai ainsi que le dit mon slogan de campagne, le travail accompli pendant 10 ans sous l'autorité du président Issoufou Mahamadou et j'avancerai dans le sens des objectifs que j'ai soumis au peuple dans le cadre de mon programme électoral. Je connais parfaitement mon pays, j'ai une grande connaissance de l'État. Je me sens en état d'assumer cette fonction que le peuple a décidé de me confier. Je l'assumerai avec patriotisme, loyauté et probité. Je serai un président de tous les Nigériens sans En attendant une déclaration officielle de la coalition des partis membres de l'opposition, soutenant Mahaman Ousmane qui ont déjà annoncé rejeter les résultats proclamés par la CENI, la situation reste tendue dans la capitale Niamey, où à plusieurs endroits, des manifestants qui ont érigé des barricades et brûlant des pneus ont été dispersés avec des jets de gaz lacrymogènes par les forces de sécurité. Également dans l'actualité en Centrafrique, les forces pro-gouvernementales ont annoncé ce mercredi 24 février la prise de la ville de Bossangoa, le fief de l'ancien président François Bozizé, à qui les autorités attribuent le rôle de chef présumé de la rébellion.
Rappelons que la ville de Bossangoa était aux mains du mouvement armé Coalition des Patriotes pour le changement depuis mi-décembre. La reprise de cette ville située à 280 km au nord de Bangui intervient dans un contexte de reconquête du territoire. Il faut rappeler que la semaine dernière, les forces pro-gouvernementales ont annoncé avoir repris le contrôle de la ville de Bambari, située plus à l'est. La Somalie a une nouvelle fois fait l'objet d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU le 22 février, soit moins de 2 semaines après la réunion d'urgence à huis clos tenue par l'organisation sur le pays. Mais contrairement à la précédente, la réunion de ce lundi était inscrite dans l'agenda du bureau. Menu des discussions, tensions politiques croissantes alimentées par le report des élections. Un sujet de la rédaction. Le climat de tension qui prévaut en Somalie était au menu des discussions du Conseil de sécurité de l'ONU, réuni en visioconférence ce lundi 22 février. Lors de ce rendez-vous trimestriel inscrit à l'agenda de l'organisation, le bureau a invité toutes les parties prenantes au dialogue et au compromis afin de trouver une issue à l'impasse politique dans l'intérêt du pays. Les tensions politiques croissantes menacent les progrès de l'édification de l'État somalien et même la sécurité à moins qu'elle ne soit résolue par le dialogue et le compromis dans l'intérêt du pays. Malheureusement, nous assistons plutôt à une augmentation des tactiques de pression et des tests de force qui ne peuvent qu'accroître les risques. L'impasse politique entre les principaux dirigeants somaliens a bloqué la mise en œuvre du modèle électoral convenu par le président du gouvernement fédéral somalien et les dirigeants des États membres fédéraux le 17 septembre 2020. L'accord du 17 septembre prévoyait la tenue d'élections législatives en décembre 2020 et l'organisation de l'élection présidentielle le 8 février 2021. Mais un retard dans le choix des nouveaux législateurs a repoussé cette échéance. La question du maintien au pouvoir du président Mohamed Abdullahi Mohamed, dont le mandat constitutionnel a expiré sans que des élections n'aient été organisées, est source de tension. Une tension qui s'est illustrée le 19 février par des échanges de tirs et plusieurs incidents violents en marge d'une manifestation de l'opposition. Malgré les événements récents, l'invitation du président aux 2 autres dirigeants d'États membres est sans délai, parce que la reconstruction d'une Somalie inclusive, progressiste et prospère est fondamentale pour tous les Somaliens. Le gouvernement s'est engagé à honorer ce noble objectif en tenant des élections libres et équitables tout en continuant à protéger la santé physique et l'avenir financier du peuple somalien. En plus des tensions politiques, le Conseil de sécurité de l'ONU s'inquiète également de la crise humanitaire qui s'annonce à cause des inondations, des invasions de criquets pèlerins et de la pandémie de Covid-19. 5,9 millions de Somaliens auront besoin d'une assistance d'urgence en 2021. Nouvelle urgence de santé publique au Cameroun. Le pays fait face à une recrudescence des cas de poliomyélite dans la ville de Yaoundé. Les autorités ont annoncé l'organisation d'une riposte immédiate contre cette maladie infectieuse qui touche surtout les enfants en bas âge. Plus de 6 mois après l'apparition des cas de poliovirus de type 2 dans les régions du littoral, du sud et du centre, le gouvernement camerounais interpelle les populations sur la recrudescence des cas de poliomyélite qui circulent dans la ville de Yaoundé. Selon le ministre de la Santé, Dr Manaouda Malachi, 2 cas de poliovirus sauvage de type 2 ont été identifiés dans les prélèvements environnementaux dans un quartier de la ville de Yaoundé. Il faudra qu'on craint une forte remontée de la poliomyélite actuellement dans le Covid parce que les parents n'y vont plus beaucoup dans les formations sanitaires pour faire vacciner les enfants. Pour assurer la riposte immédiate, les responsables de la santé au Cameroun entendent organiser des descentes sur le terrain pour mener des investigations profondes. Mais dans l'urgence, les experts proposent de mettre en place un processus de vaccination dans les zones à risque. Dans un petit nombre de cas, la poliomyélite peut entraîner une paralysie qui est souvent définitive. La seule méthode pour une riposte rapide, c'est de faire des vaccinations rapprochées, beaucoup plus dans les zones où on a découvert les souches.
L'épidémie de poliovirus touche le système nerveux et peut engendrer une paralysie chez les enfants en bas âge. L'importance de se vacciner permet de renforcer le système immunitaire des moins de 5 ans et stopper la circulation du virus. À cet effet, les autorités lancent un appel aux communautés afin d'adhérer aux séances de vaccination en cours dans le pays. Dans le reste de l'actualité, en Guinée, le coup d'envoi de la campagne de vaccination contre le virus Ebola a été donné ce mardi à Guéké. Cette ville située dans le sud du pays est considérée comme l'épicentre de la nouvelle épidémie. 1600 doses de vaccins ont été fournies par le Centre des opérations d'urgence de l'OMS. L'enjeu pour les autorités est de convaincre la population encore trop réticente de se faire vacciner. Depuis la réapparition du virus Ebola, la Guinée a recensé 9 cas, dont 6 décès. Rappelons qu'en 2013, la Guinée avait été le point de départ d'une flambée épidémique Ebola qui avait fait une centaine de milliers de pertes en vie humaine. Au Rwanda, l'industrie du tourisme génère plus de 100 000 emplois. De plus en plus de jeunes s'y intéressent pour notamment faire la promotion de leur communauté d'origine. Leur atout, proposer un voyage rempli d'histoire, de religion et de tradition aux touristes internationaux, mais aussi aux touristes locaux. Reportage de notre correspondant Fraterne d'Akaisenga. C'est sous ces gigantesques arbres sacrés que Christian Ishimwe accueille les visiteurs de la Burera Youth Community, l'organisation qu'il a cofondée pour promouvoir le tourisme culturel. Le jeune passionné de l'histoire ancienne du Rwanda veut tout d'abord sensibiliser les Rwandais à connaître leurs traditions en commençant par les jeunes. J'ai eu la chance d'étudier à l'étranger et c'est là que j'ai découvert que d'autres communautés tenaient beaucoup à leur histoire. C'est la façon dont les traditions anciennes étaient valorisées qui m'a motivé à me poser des questions sur l'histoire de mon pays, surtout avant l'arrivée des colons. Quand je suis revenu ici, j'ai rassemblé quelques jeunes de cette localité pour nous organiser et faire quelque chose autour du tourisme culturel, vu que notre région était très riche en histoire ancienne de notre pays. L'une des parties intéressantes de ce centre communautaire est le musée consacré à l'histoire de Nyabindi, une divinité ancienne un peu oubliée, mais aussi méconnue de la nouvelle génération selon les responsables du musée. À travers le centre du patrimoine de Nyabindi, ces jeunes entrepreneurs veulent attirer l'attention des jeunes Rwandais à bien comprendre leur histoire pour mieux envisager le futur. Chez nous, on dit que celui qui ne sait pas d'où il vient ne saura également pas où il va. C'est dans ce même contexte qu'on encourage les Rwandais, surtout les jeunes, à venir pour qu'on revisite ensemble l'histoire de notre pays. Ici, nous sommes dans notre musée qui retrace l'histoire d'une pratique ancienne de la prière. Il n'y a rien de démoniaque comme le pensent beaucoup de jeunes d'aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on ignore beaucoup de notre histoire, surtout le côté religieux. Pour attirer les touristes, les jeunes de la Burera Youth Community proposent un pèlerinage qui retrace l'histoire de la royauté et la religion traditionnelle dans cette région du nord du Rwanda. L'objectif futur de ces jeunes est de construire le premier centre du patrimoine africain au Rwanda et surtout de voir leur travail certifié par l'UNESCO. La phase éliminatoire du FIBA Afro-Basket se poursuit en vue du championnat d'Afrique de basketball qui débutera le 24 août 2021 au Rwanda. Cette compétition met en scène les meilleurs joueurs africains qui évoluent dans les plus grands championnats de basketball à travers le monde. Retour sur cette deuxième journée de qualification avec André Fidel Mekinda. La deuxième journée comptant pour les qualifications de l'Afro-Basket 2021 prévue au Rwanda du 24 août au 5 septembre s'est jouée avec plein de révélations. Dans le groupe B, le Sénégal et l'Angola qualifiés depuis vendredi ont connu des forfaitures diverses. Dans le premier tableau de la journée du groupe C, la Côte d'Ivoire qualifiée a battu finalement la Guinée équatoriale par un score de 93 à 50 points. Les Sénégalais, quant à eux, ont dominé en fin d'après-midi le Mozambique par 84 points à 43. Oui, ça fait plaisir, d'autant plus que dans notre équipe, il y a beaucoup de jeunes, pratiquement les 50 voire 60% de l'équipe où c'est leur première campagne ou c'est leur deuxième campagne.
La Guinée équatoriale, qui prend une deuxième défaite après son forfait contre le Cameroun, devra tout donner pour le dernier ticket de cette poule lors de la dernière journée. Et on espère qu'aujourd'hui, ça nous servira pour que demain, on soit une fois de plus compétitif face à une très belle équipe de Guinée, qui sera très motivée aussi, parce que s'ils nous battent, ils seront qualifiés pour l'Afrobasket. Le Cameroun, très attendu, signe son entrée avec son premier match joué dans cette phase de qualification et s'impose face à la Guinée, 98 points à 67. Donc aujourd'hui, on a eu quand même l'occasion de voir l'équipe du Cameroun s'exprimer. On a eu l'occasion de voir des nouveaux joueurs faire leur entrée au sein de cette équipe. Donc en allant compartiment après compartiment, on s'est aperçu qu'on a une équipe assez soudée dans tous les compartiments. Après leur défaite encaissée contre le Sénégal vendredi, les Kenyans avaient promis de se battre jusqu'au bout. Ils croyaient en leur chance de renverser l'Angola, sacrée 11 fois championne continentale. C'est précisément ce qu'ils sont parvenus à faire en triomphant 74 à 73 samedi. Le tir inscrit au buzzer par Taylor Ongwaye a non seulement permis de vaincre l'Angola, il a aussi surtout offert à son pays la qualification pour le FIBA Afrobasket 2021, une compétition à laquelle le Kenya n'a plus participé depuis 28 ans. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.